Bonjour à tous et bienvenue dans le 8e épisode de Cigario se Calva, qui est également le dernier épisode de l'année civile, puisqu'on se retrouvera en 2024 pour le numéro 9, le 12 janvier. Ce Cigario se Calva a une particularité, il est consacré donc à Al-Andalus, intitulé Le révisionnisme cosmopolite, et il est largement tiré du livre de Philippe Conrad, intitulé Al-Andalus, l'imposture du paradis multiculturel, paru en 2020 aux éditions de la Nouvelle Librairie. Et comme je fais de larges citations de Philippe Conrad, pour pas alourdir cet audio, ce podcast avec je cite, fin de citation, je cite, fin de citation, etc., j'ai mis une version écrite de cette émission sur le site cigarioscalva.blogspot.com et vous trouverez entre guillemets tous les extraits qui sont issus du livre. Voilà pour le côté technique, didacticiel de cette émission. Et je commence sans plus attendre donc ce nouveau Cigario se Calva à l'Andalus, le révisionnisme cosmopolite. Il y a, en France, trois sortes de révisionnisme. Tout d'abord, il y a le révisionnisme autorisé. C'est celui qui consiste à salir ou à nier l'histoire des Blancs ou l'histoire de l'Église catholique. On peut attaquer la réalité de nos ancêtres les Gaulois, on peut inverser les bourreaux et les victimes des guerres de religion, on peut inventer toutes sortes de théories contre Sainte Jeanne d'Arc, de sa virginité à son existence même, en passant par la façon dont elle est morte et par sa qualité même de femme. On peut mentir ouvertement sur l'esclavage en réussissant un double exploit. Premier exploit, réduire l'esclavage à sa portion la moins longue de l'histoire, c'est-à-dire à celle de certains blancs contre les noirs, et encore je mets le terme blanc entre gros guillemets. Deuxième exploit, nier la traite des blancs, hommes, femmes et enfants, et la traite particulière des blanches qui s'étend jusqu'à la fin du XXe siècle. On peut réécrire l'histoire de la colonisation en faisant par exemple croire aux Algériens qu'ils sont un peuple rebelle et indépendant qui a gagné la guerre d'Algérie. D'ailleurs, je me permets d'ores et déjà une parenthèse à destination des Algériens qui sont les plus vindicatifs contre la France. Je leur rappelle que lorsque le roi Charles X a décidé d'installer la France de l'autre côté de la Méditerranée en 1830, l'Algérie était sous contrôle turc depuis 1515. De plus, comme le rappelle Bernard Lugan dans son livre Pour en finir avec la colonisation, paru en 2006 aux éditions du Rocher, au plus fort de la colonisation, il y avait 1,5 million Européens installés dans tout l'Empire français. Or, en 2006, il y avait en France plus de 6 millions d'habitants originaires de l'ancien domaine colonial. Je ferme la parenthèse et je passe, après le révisionnisme autorisé, au révisionnisme interdit. En effet, alors que ce qu'on appelle le révisionnisme est finalement le mode opératoire de tout historien qui se respecte, c'est-à-dire l'étude des faits sans a priori, ni transposition à d'autres périodes de la grille de lecture de notre époque, il y a un thème sur lequel le résultat de vos recherches historiques peut vous mener droit devant un juge, c'est la triple question du national-socialisme, d'Adolf Hitler et de ce qu'il est convenu depuis les années 60 d'appeler la Shoah. Toute pensée non conforme sur ces questions est de fait illégale. Après le révisionnisme autorisé et le cas très particulier, spécifique et inédit du révisionnisme interdit, il y a un troisième révisionnisme qui a sa place, c'est le révisionnisme politiquement incorrect mais encore autorisé pour l'instant. Celui qui consiste à laver l'honneur de nos ancêtres, dès lors qu'on ne touche pas trop à la question juive, et c'est justement le cas de la Reconquista et d'Al-Andalus. Face au révisionnisme cosmopolite, qui est en fait un pur mensonge, un contre-révisionnisme, une contre-histoire existe, étant de plus en plus à supplanter l'histoire officielle, même si chaque pas fait dans le sens de la vérité historique est un effort et une bataille idéologique.
Le révisionnisme cosmopolite sur l'Espagne musulmane consiste à dire que le joug musulman sur toute ou partie de l'Espagne, au sein d'un espace appelé Al-Andalus, aurait constitué une espèce de paradis multiculturel et un modèle de coexistence des religions musulmanes, juives et chrétiennes, et que ce paradis multiculturel aurait été saboté par l'horrible, la fanatique et l'intolérante Reconquista catholique. Eh bien, voyons cela de plus près à l'aide de l'ouvrage écrit par Philippe Conrad et paru en 2020 aux éditions de la Nouvelle Librairie, ouvrage titré sans complexe Al-Andalus, l'imposture du paradis multiculturel. Cependant, avant de voir en quoi l'Espagne musulmane, ou plutôt avant de voir en quoi l'histoire de l'Espagne musulmane a été falsifiée par le camp de la tolérance, restituons un peu le contexte. Les musulmans envahissent l'Espagne en l'an 711 et vont la soumettre jusqu'en 1492. Les derniers musulmans seront expulsés quasiment 1000 ans après l'invasion, en 1614. La vision partiale et militante de cette période peut être ainsi résumée. Les envahisseurs chrétiens doivent faire repentance pour avoir détruit le paradis multiculturel, le modèle de civilisation qu'aurait incarné 8 siècles durant le monde d'Al-Andalus. En effet, comme pour le film Vaincre ou mourir sur l'écrasement de la Vendée par la République, la diffusion de la vérité sur l'histoire de l'Espagne fait peur aux tenants du politiquement correct. Philippe Conrad nous apprend notamment ceci. Chez nous aussi, les déconstructeurs sont à l'œuvre. Tout à fait révélateur de l'état d'esprit qui prévaut en ce domaine dans la presse, bien pensante, un article paru dans Le Monde du 13 juin 2019 s'en prend ainsi au parc historique qui, inspiré du modèle du Puy du Fou, s'est ouvert à Tolède, l'un des hauts lieux de l'histoire espagnole. Il s'agirait, selon l'analyse proposée par le journal, de présenter une histoire romancée et magnifiée de la ville, une entreprise censée renforcer le lien fort que les Espagnols entretiennent avec leur histoire, une entreprise jugée inquiétante en ce qu'elle va légitimer une vision du passé tragique et conflictuelle qui va naturellement privilégier, au détriment de l'héritage andalou, le passé visigothique et reconquérant de la cité du Tage. Le système, c'est-à-dire les grands médias, le gouvernement et l'éducation nationale, sont en effet porteurs d'une vision idéalisée d'Al-Andalus. Et cette vision idéalisée d'Al-Andalus leur permet d'exprimer et de légitimer leur détestation de l'Espagne chrétienne. Voici la vision du politiquement correct. La disparition progressive de l'islam ibérique est perçue comme une catastrophe irréparable. Dotée d'une civilisation supérieure, pont culturel entre l'Orient et l'Occident, Al-Andalus a été victime des barbares du Nord, et 7 siècles plus tard, les descendants de ces derniers sont invités à se repentir et à reconnaître la place qui doit revenir à un islam victime de leurs ancêtres. L'historiquement correct d'aujourd'hui a validé la vision selon laquelle l'Al-Andalus musulman avait été une terre de tolérance qui permettait la coexistence pacifique des 3 religions musulmanes, juives et chrétiennes. Voilà pour la vision politiquement correcte. Seulement, si on remet l'histoire à l'endroit, nous savons aujourd'hui que l'Espagne musulmane a instauré, comme toutes les sociétés islamiques au fur et à mesure que s'effectuait la conquête, la dhimmitude, un système autorisant certes la pratique d'autres religions, mais réduisant les fidèles au rang de sujets de seconde zone, soumis à des discriminations fiscales, judiciaires ou vestimentaires humiliantes, confirmant dans l'espace du quotidien la supériorité reconnue aux musulmans. Dans son ouvrage, Philippe Conrad explique clairement, avec moult détails et exemples particuliers, en quoi consiste la dhimmitude, ce traitement qui vise à soumettre et à dégrader les chrétiens sur leur propre terre. Sans oublier de rappeler que les dhimmis étaient régulièrement rançonnés ou massacrés, notamment en raison de la vulnérabilité qu'occasionnait de fait l'interdiction du port d'armes qui les touchait. La dhimmitude,
C'est aussi cet odieux système de collecte d'enfants européens destiné à servir d'infanterie aux occupants musulmans. Ce prélèvement d'enfants blancs est pratiqué du XIVe au XVIIe siècle. Voilà plus de 300 ans d'injustice faite aux enfants blancs, dont n'ont rien à foutre les gauchistes qui nous rebattent pourtant les oreilles des plus de 300 ans d'esclavage des Noirs. Je ne dis pas cela pour nier la souffrance de quelque peuple que ce soit. Au contraire, je le dis pour m'élever contre l'injustice permanente faite aux victimes blanches, dont la couleur de peau leur enlève systématiquement ce statut de victime. Un statut de victime après lequel, certes, nous ne courons pas, mais qui permet de mettre à mal l'idée anti-blanche selon laquelle nous serions les grands méchants de l'histoire de l'humanité. Al-Andalus prouve tout le contraire. La condition très particulière des dhimmis est une preuve parmi beaucoup d'autres que les musulmans n'ont pas été des persécutés, mais des persécuteurs. Au-delà de ces rappels élémentaires sur la nocivité d'Al-Andalus pour les non-musulmans, il y a certains parallèles que l'on peut faire avec notre époque. Il y en a, j'en vois au moins trois grands qui se dégagent de l'étude de Philippe Conrad. Euh, Tout d'abord, il y a dans l'invasion musulmane de l'Espagne quelque chose qu'on peut rapprocher de la colonisation migratoire actuelle qui touche la France en particulier, et le monde blanc en général. Et ce premier parallèle qu'on peut faire entre le 8e siècle et les suivants et notre époque, c'est cette bataille entre pro-musulmans et défenseurs de la nation. En l'an 713, le noble wisigoth Théodomir traite avec les envahisseurs pour conserver le contrôle personnel d'une partie du sud-est de la péninsule. Et ce scénario se reproduit dans d'autres régions. Il facilite la tâche des musulmans dont les effectifs sont limités. En 721, les musulmans subissent une défaite à Toulouse contre Eudes d'Aquitaine. Et en 722, les Espagnols infligent enfin à leur tour une défaite aux musulmans dans les montagnes asturiennes, dans une ville qui s'appellera par la suite Covadonga, une altération de Cova Dominica, nom donné au sanctuaire élevé en l'honneur de la Vierge Marie par les Espagnols, qui attribuèrent leur victoire contre les musulmans à la protection de la Sainte Mère de Dieu. 10 ans plus tard, le franc Charles Martel donne un coup d'arrêt aux initiatives musulmanes en Gaule à la bataille de Poitiers. La pression des principautés chrétiennes du Nord et de l'Empire carolingien stabilise la frontière entre les mondes musulmans et chrétiens. Ce qu'on voit ici, c'est un schéma calcable sur la situation que nous connaissons actuellement. En effet, les nobles wisigoths qui aident l'ennemi à s'installer en Espagne pour conserver leur position dominante personnelle. Ils sont, comme le gouvernement et les associations gauchistes, qui aident le tiers-monde à s'installer en France pour conserver leur domination sur la droite anti-immigrationniste. D'ailleurs, Eudes d'Aquitaine, les Espagnols des Asturies et Charles Martel, qui ont défendu leurs terres, leur foyer, leur foi et leur liberté, sont ce qu'on appellerait aujourd'hui des fachos, des terroristes d'ultra-droite néo-nazis opposés au dogme du très bien vivre ensemble. Et en pratiquant ce calcage entre la situation de l'époque et la nôtre, on comprend non seulement pourquoi la gauche et la droite antiraciste nous vendent Al-Andalus comme un paradis, mais on comprend aussi à quel point ce sont d'authentiques traîtres quand ils luttent contre ceux qui veulent tout simplement rester français en France. Voilà le premier parallèle qu'on peut faire entre l'époque de l'invasion musulmane de l'Europe et l'époque actuelle. Un autre parallèle que j'ai trouvé, c'est l'inégalité face aux armes. En effet, les dhimmis, nous dit Philippe Conrad, se voient par ailleurs interdire la possession et le port d'armes, ce qui place les indigènes vaincus dans une situation d'insécurité et d'infériorité humiliante. Et bien là encore, comment ne pas faire le parallèle avec notre époque, qui permet aux caves des cités de regorger d'armes de guerre, pendant qu'un nationaliste dûment inscrit à la Fédération française de tir se verra interdit de posséder ne serait-ce qu'un malheureux 9 mm. Et enfin, troisième parallèle que j'ai trouvé entre la situation de l'époque et la nôtre, c'est l'impossibilité de l'assimilation des masses. Vous m'avez déjà entendu en parler, car c'est un message que nous avons martelé pendant la campagne présidentielle de 2022,
mais sur lequel cette contre-histoire d'Al-Andalus nous permet de revenir. Si on peut de temps en temps, dans des conditions très spéciales, assimiler des individus au cas par cas, il est absolument illusoire et véritablement grotesque d'imaginer qu'on puisse assimiler des masses, des populations entières. Et voici en effet ce que nous apprend l'exemple espagnol. L'histoire d'Al-Andalus n'est pas encore totalement terminée en 1492, dans la mesure où l'Espagne unifiée des rois catholiques doit gérer une minorité de musulmans qui demeurent rétifs aux efforts de conversion souhaités par les souverains au nom de la nécessaire unité religieuse du royaume. Les mesures prises pour favoriser l'assimilation par la conversion ne peuvent empêcher la persistance des croyances, des coutumes, de la langue, des habitudes vestimentaires héritées d'Al-Andalus. En 1568-1571, la révolte des musulmans entraîne une deuxième guerre de Grenade qui inquiète la monarchie espagnole, confrontée par ailleurs à la menace ottomane en Méditerranée. La question sera réglée entre 1609 et 1614 par l'expulsion de ce qui restait de la minorité musulmane. Voici quelques parallèles qu'on peut faire entre l'époque et la nôtre, et quelques leçons que nous devons tirer du passé. Les peuples et les dirigeants politiques intelligents tirent l'expérience du passé, de l'histoire, de ce qui a fonctionné, et non pas des utopies extrêmement récentes au regard de l'histoire humaine. Enfin bref, Al-Andalus, qui serait, nous dit-on, le seul exemple de coexistence paradisiaque entre toutes les religions, est finalement une fake news sur toute la ligne. Bon nombre d'études historiques, notamment espagnoles évidemment, infirment les visions idéalisées d'une coexistence harmonieuse entre les religions telles que certains la rêvent pour l'avenir. Al-Andalus a ainsi été mis en avant dans le but de justifier l'intégration aux sociétés européennes d'aujourd'hui des communautés musulmanes qui y sont de plus en plus nombreuses. Mais tout cela n'en est pas moins dépourvu de toute consistance historique, nous rappelle Philippe Conrad. En conclusion, en approchant de la fin de ce 8e épisode de Sigarios et Calva, je vais utiliser, comme Philippe Conrad, une citation du professeur d'histoire médiévale Sanchez Sos. Nous voulons aussi sonner l'alarme. Cette exaltation aveugle et idéaliste d'Al-Andalus n'est pas seulement une preuve de malhonnêteté historique et intellectuelle, c'est aussi, dans la situation actuelle de l'Espagne et du monde, une preuve d'irresponsabilité, et nous finirons peut-être tous par en payer le lourd tribut. C'est d'ailleurs celui que payent déjà, dans bien des pays musulmans, au milieu de l'indifférence générale, des chrétiens de confessions différentes, mais aussi des juifs, pris dans le cercle infernal que suppose l'application rénovée de l'Adima. Aujourd'hui plus que jamais, face au mythe, la vérité s'avère nécessaire. J'aurais pu conclure ici. Cependant, je dois revenir sur un procédé qui se retrouve également à plusieurs endroits du livre de Philippe Conrad, un procédé qui consiste à mettre chrétiens et juifs au même plan en tant que victimes des envahisseurs musulmans et à, parfois, mettre au même plan le comportement des occupants musulmans vis-à-vis des chrétiens et le comportement des autochtones chrétiens vis-à-vis des étrangers juifs. En effet, c'est évident mais il faut le dire, les chrétiens sont chez eux dans les royaumes chrétiens. Si la nation chrétienne et la nation juive sont en conflit en terre chrétienne, il est normal que ce soit à la nation juive de se soumettre ou de partir, car c'est elle le corps étranger, tout simplement. De plus, Philippe Conrad souligne la complicité de certains nobles wisigoths dans l'invasion musulmane de l'Espagne, mais il passe étrangement sous silence les graves accusations jamais démenties de la complicité des Juifs dans l'invasion musulmane de l'Europe. Jacques Attali lui-même, qu'on peut difficilement qualifier d'antisémite notoire, a écrit en 2002 la chose suivante. J'ouvre les guillemets. Avec l'aide des Juifs qui avaient été bannis d'Espagne, les troupes musulmanes battent le roi Roderick en juillet 711 et ont tout fait de conquérir toute la péninsule. Jamais les Juifs n'ont connu plus beau lieu de séjour que cet islam européen du 8e siècle. Je ferme les guillemets. Je vais citer deux autres historiens juifs.
Toutes ces citations, je les tire de l'excellente enquête d'Hervé Ryssen, parue en 2010, intitulée Histoire de l'antisémitisme. Voici donc ce que disent deux historiens juifs. Tout d'abord, l'historien Léon Poliakov admet qu'en 711, la victoire musulmane sur l'Espagne chrétienne propulsa les Juifs en haut de l'échelle sociale en qualité de conseillers et d'alliés des conquérants. Ensuite, l'historien Heinrich Gretz explique qu'en 712, à Tolède, cité qui avait accueilli durant 3 siècles plusieurs conciles dont certains avaient déplu aux Juifs, j'ouvre les guillemets, les Juifs ouvrirent les portes de la ville au général arabe. Fermez les guillemets. Et l'évêque de Tuy, qui n'est pas juif pour le coup, mais qui parle du même événement, est un peu plus précis. Et c'est intéressant de lire ce qu'il a à dire de ce qui s'est passé. Je cite à nouveau. Pendant que les chrétiens invoquaient la protection divine dans les églises, les juifs ouvrirent les portes de l'enceinte et s'unirent avec les musulmans pour massacrer les chrétiens. Pourquoi je fais cette précision? Suis-je monomaniaque? Est-ce que je veux ramener tous les sujets à la question juive? Bien sûr que non. Mais tout simplement, je veux lutter contre une erreur répandue dans le milieu nationaliste notamment, et d'autant plus depuis que le Hamas a relancé ses opérations contre Israël. Euh, il y a une erreur que commet Sachez Sauce, que commet Philippe Conrad, et que commettent beaucoup d'autres, dont Michel Onfray, qui est l'un des plus en vue, on va dire. C'est une erreur qui consiste à mettre chrétiens et juifs au même plan exactement, dans une vision judéo-chrétienne de l'histoire. Une vision qui est absolument décorrélée de toute réalité, car il n'y a jamais eu de fusion entre le judaïsme et le christianisme, bien au contraire. Mais cela, ce sera le sujet du prochain Sigarios et Calva, le vendredi 12 janvier 2024 à 19h. Voilà, chers amis, ce Sigarios et Calva consacré aux mensonges cosmopolites qui visent l'histoire de l'Espagne musulmane est désormais terminé. J'espère qu'il vous a plu. Veuillez excuser ma voix et parfois mon souffle qui s'éteint en fin de phrase. Je n'ai toujours pas complètement récupéré du petit virus de l'hiver qui m'a touché il y a déjà 2 semaines. Prochain Sigarios et Calva, donc le 12 janvier à 19h, donc sur la question des relations entre le christianisme et le judaïsme, une réfutation du terme judéo-christianisme. Et d'ici là, eh bien, je vous souhaite de passer un excellent réveillon du Nouvel An et je vous adresse tous mes vœux de réussite et de reconquista pour l'année 2024. À bientôt.